Ce tuto est là pour accompagner les cours que je vous demande de lire pour lundi, qui concernent la loi normale quelconque. Toute cette semaine, vous avez étudié la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire celle qui va avoir deux caractéristiques bien propres, qui sont espérance égale à 0 et écart type égale à 1. À partir de là, on a généralisé pour obtenir des lois normales qui vont être quelconques, c'est-à-dire d'espérance autre que 0, et d'écart type autre que 1. En sachant que les espérances peuvent être positives comme négatives, que par contre l'écart type, lui, sera toujours positif. Alors l'espérance, on la note mu dans ce cours, et l'écart type, on le note sigma. Donc le but de ce tuto, c'est de commenter un petit peu tous les non-dits, tout ce qui va être implicite dans le cours. Par exemple, la définition, qui à mon avis n'est pas explicable comme ça à votre niveau à distance. Enfin ça c'est, je ne me vois pas l'expliquer. C'est quelque chose qui est compliqué mathématiquement. Quelque chose auquel vous n'avez pas une chose à laquelle vous n'avez pas accès dans votre cursus, qui est ce qu'on appelle le changement de variable. Alors, il faut savoir que cette définition, ça vient aussi du fait que lorsqu'on n'avait pas des calculatrices pour calculer des probabilités, on avait, moi en tant qu'élève, j'ai eu des tables de valeurs. Et ces tables de valeurs n'étaient là que pour la loi normale centrée réduite. Et il fallait qu'on calcule à la main toutes les valeurs pour les autres lois normales qui n'étaient pas centrées réduites. Et pour faire ces calculs, on utilisait cette formule, qui est une formule de changement de variable. Donc on vous dit, étant donné une variable aléatoire continue, on dira que x suit une loi normale de paramètre mu sigma. Je reviendrai sur la notation ici tout à l'heure. Si la variable grand Y définie par x moins mu sur sigma suit une loi normale centrée réduite. Alors je vous montrerai, parce que là ça m'aurait pris du temps et puis je ne suis pas sûre d'avoir votre attention là-dessus. Je vous montrerai avec des dessins ce que ça veut dire que changer de variable et visualiser ça sur une courbe. Pour l'instant, le fait que vous ne compreniez pas cette définition, ça ne va pas vous empêcher de faire les exercices. Elle va être surtout importante pour des élèves qui feraient des cursus liés aux maths après le bac. Il y en aura peut-être parmi vous, mais de toute façon, à votre niveau en première année d'étudiant, vous ne serez peut-être pas confronté à ces difficultés. Et pour les autres, ceux qui ne vont pas faire de maths, le chapitre est important pour votre culture, important aussi pour saisir certains outils que vous auriez à utiliser dans votre vie professionnelle, mais rentrer dans les détails, ça ne vous apportera pas forcément un grand plus. Donc je vais passer vite là-dessus et je passe à la propriété. Donc la propriété qui parle d'une notation, c'est la façon dont on note une loi normale si on veut aller vite. Et vous allez voir que je l'utilise très peu dans mes exercices parce qu'elle peut prêter à confusion. Cette loi normale, elle va se noter avec un grand N. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la loi binomiale, ça se note avec un B. Et entre parenthèses, on met les paramètres. Alors pour la loi binomiale, on met les paramètres N et P. Et puis pour la loi normale, on va mettre des paramètres qui ne sont pas si évidents que ça. Mu pour l'espérance, c'est le premier paramètre que l'on voit là. Et, désolé, c'est pas sigma pour le deuxième, c'est sigma carré, c'est-à-dire la variance. Raison pour laquelle j'utilise très peu cette notation, parce que souvent ça peut faire des erreurs aux élèves qui vont lire ce deuxième paramètre comme étant l'écart type. Ce n'est pas l'écart type, c'est la variance, et pour obtenir l'écart type, il faudrait passer à la racine carrée. À distance comme ça, j'ai décidé de ne pas vous embêter dans les exercices et je n'utilise pas cette notation. En exo, quand on se verra en réel, peut-être que je reviendrai dessus et puis j'utiliserai de temps en temps pour vous habituer. Donc cette remarque que je fais en dessous a un rapport avec ça, si vous l'avez déjà lu. Au niveau des caractéristiques de la fonction, je ne vous donne pas son expression, elle n'est pas au programme. Elle est un petit peu plus compliquée que l'expression de la fonction densité pour la loi normale centrée réduite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction densité va être positive et continue, ça c'est sûr.
Et sa courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu. C'est-à-dire que la courbe ici va présenter une symétrie non pas par rapport à l'axe des ordonnées, qui est là sur mon dessin, mais par rapport à x égale mu, où mu désigne l'espérance. Cela amène aux caractéristiques suivantes qui sont liées à la fonction densité. La probabilité que x appartienne à R vaut 1, c'est-à-dire c'est tout l'air sous la courbe. Et venant de l'axe de symétrie, on a la probabilité que x soit inférieur ou égal à mu, qui correspond à cet R. La probabilité que x soit supérieur ou égal à mu, qui correspond à celle-ci. Elles sont identiques et elles vont partager le 1 en deux parties identiques. Ça explique pourquoi on obtient 0,5 en probabilité. Alors, propriétés maintenant qui sont liées à la courbe et aux paramètres mu et sigma. Mu, l'espérance, c'est quelque chose qu'on va dire graphiquement, qui va correspondre à la valeur qu'on lit ici, qui implique la symétrie. Par contre, sigma, l'écart type, c'est pas quelque chose qui se lit graphiquement, c'est pas le maximum là. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai essayé d'expliquer ça comme ça. Le changement d'écart type sigma va changer la forme de la courbe. Le changement d'espérance mu ne change pas la forme, mais translate la courbe. Alors, si je fais bouger ce mu, c'est-à-dire si jamais je prends une espérance différente, soit je vais faire reculer ma courbe, soit je vais la faire avancer, c'est ce qu'on appelle une translation en mathématiques. Ça ne va donc pas changer la forme, la cloche va rester à peu près... Enfin, les courbes, si on les découpait, elles se superposeraient. Donc changer l'espérance, ça ne change pas la forme. Mais changer l'écart type, vous allez voir que ça la change, comme si vous avez lu le document. Je vous présente donc ce que ça fait quand on change l'espérance et quand on change l'écart type. Alors, je rappelle un truc qui concerne les scientifiques, mais après tout, vous devriez avoir dans votre cursus de philo une partie de philosophie des sciences. Parce qu'aujourd'hui, notre monde est un monde technique qui est, pour ma part, dirigé par les sciences. Alors, ça peut être des sciences humaines, ça peut être des sciences plus expérimentales, mais derrière, il y a bien le mot science. Et derrière ce mot science, il y a expérience. Et lorsque l'on veut observer ce qui change, c'est ce qu'on va faire ici. Quand on fait varier les paramètres, qu'est-ce qui change? Eh bien, on fera attention, si on a fait des sciences, et donc il faudrait aussi le faire pour d'autres experts dans le domaine de l'histoire, de la démographie, du climat, on ne fait pas bouger tous les paramètres en même temps. Si vous voulez observer comment évolue votre courbe en fonction du changement de paramètres, vous allez d'abord faire varier un des paramètres et laisser tous les autres fixes. Sinon, vous ne saurez jamais ce qui influence votre expérience. Ça explique pourquoi j'ai deux dessins, figure A pour l'espérance que j'ai fait varier, et j'ai laissé fixe l'écart type. Et dans la figure B, j'ai changé l'écart type, j'ai laissé fixe l'espérance. Alors, en laissant fixe l'écart type et en bougeant l'espérance, on peut s'apercevoir de la translation dont je vous parlais, c'est-à-dire les courbes ici n'ont pas changé de forme. Elles se sont seulement déplacées vers la gauche ou vers la droite, suivant la valeur de l'espérance que l'on va retrouver, permettant de définir un axe vertical de symétrie. Donc, mu égale 7, mu égale 3, mu égale 2. Donc ici, on n'a pas de changement de forme de courbe. On a seulement un déplacement. Si maintenant on décide de conserver une espérance identique pour les trois lois, mais de changer l'écart type.
là, on va observer non pas un déplacement horizontal, mais on va observer un déplacement vertical, c'est-à-dire plutôt un tassement, selon qu'on observe du haut vers le bas, ou une montée en pointe, si on va du bas vers le haut, qui dépendra de la valeur de l'écart-type. Alors ici, vous avez un écart-type de 0,5, pour la deuxième, vous avez un écart-type de 1, et pour la troisième courbe, vous avez un écart-type de 2. Les écart-types, ça porte bien leur nom, ça s'appelle écart-type parce que ça sert à mesurer un certain écart autour de l'espérance. En gros, plus votre écart-type est petit, plus vous êtes resserré autour de votre espérance. Mais pour pouvoir vous resserrer autour de cette espérance, tout en conservant une R sous la courbe qui vaut 1, eh bien il va falloir monter, c'est-à-dire avoir un maximum plus important. Vous allez vous resserrer, donc vous voyez, c'est comme s'il y avait plein de petits points, vous êtes tous des individus là-dedans, plein de petits points qui se resserrent autour de l'espérance parce que l'écart-type est finalement pas si grand. Si on a un écart-type de 1, bien, ça veut dire qu'on s'écarte un peu plus de cette espérance, donc on se disperse un peu plus. Et cette dispersion plus grande va étaler la courbe, toujours avec une R sous la courbe qui vaut 1, mais avec une dispersion plus importante. Et un écart-type de 2 va apporter encore plus un étalement, une dispersion un peu plus importante également, une espérance qui n'a pas bougé. En fait, ce qui va bouger, c'est le maximum de la fonction densité. Pourtant, on ne lit pas un maximum, vous voyez, c'est pas du tout logique. Des fois, vous dites, oh bah oui, mais je vais lire graphiquement l'écart-type, c'est le maximum. Non, en fait, ici, le maximum est grand et notre écart-type est petit. Ici, notre maximum est plus petit. Hein. Tout ça, c'est à échelle de valeur, hein, ça reste quand même petit, tout ça. Et pourtant, l'écart-type, lui, est plus grand. Donc, c'est ce que j'explique en dessous. La dispersion des données importantes va faire l'étalement. Maintenant, 3 valeurs qui sont à connaître par cœur parce qu'elles caractérisent de nombreux phénomènes biologiques, environnementaux autour de vous. Je parlais par exemple de la taille des individus. Je peux parler aussi de la pointure de chaussures. Enfin, on peut trouver vraiment plein d'exemples issus de la vie courante qui vont correspondre à des variables aléatoires suivant des lois normales. Donc, c'est le cas de la taille de l'individu, qui suit une loi normale, enfin modélisé par une loi normale et c'est un bon modèle. C'est le cas des pointures de chaussures, modélisées également par loi normale. Le problème de la loi normale, c'est qu'on peut aussi en faire tout et n'importe quoi et qu'on peut décider de modéliser tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des scientifiques, je ne sais pas si on peut les caractériser de fous, qui se sont amusés à mesurer la taille d'un nez, vous verrez pourquoi on a pu un jour mesurer la taille d'un nez dans l'histoire de l'humanité et à quoi ça servait. Vous verrez également que les prix Nobel durant la Seconde Guerre mondiale ont fait des expériences qui pouvaient apparaître aujourd'hui comme non éthiques, non morales, et qui étaient des expériences menées justement pour observer si certaines caractéristiques d'individus pouvaient suivre des lois normales. Et quand je parle de caractéristiques d'individus, c'est pas nécessairement la taille d'un individu, il y a d'autres choses qui peuvent être aussi mesurées à des fins politiques. Ça peut être pour servir un régime. Ça peut être pour exclure une partie d'une population qui ne rentrerait pas dans des critères. Donc la loi normale, elle est à manipuler, mais comme elle porte bien son nom, elle est dite normale. On peut se poser la question donc de ce qui est comme anormal. Ce qu'on en fait.
Elle existe, on sait qu'elle modélise très bien. La question c'est après, qu'en fait-on? Parce qu'elle modélise aussi très bien ça. Donc des propriétés qui apparaissent ici, 3 valeurs à connaître par cœur. Lorsque votre taille, par exemple, des individus suit une loi normale, vous avez une certaine espérance. Et puis vous allez vous écarter de cette espérance. Alors si vous écartez d'un écart type à gauche et à droite, c'était aussi ce qui a été expliqué dans le tuto en anglais. Si vous écartez d'un écart type à gauche et à droite, vous allez pouvoir colorier une zone, et cette zone-là. Il faut savoir que cette zone-là, sa probabilité, ou son R plutôt, est de 0,68. Donc, ce qui se traduit en pourcentage par 68%. D'ailleurs, je dis complètement n'importe quoi, mais si la taille des garçons... Non, on va prendre la taille des filles. Si on prend la taille des filles avec une espérance de 1,65, donc espérance 1,65 à 18 ans, qu'on prend un écart type je réfléchis parce que je ne peux pas prendre tout et n'importe quoi. Donc on va prendre un écart type de 8. Alors 8, c'est en centimètres, donc il faut que je me ramène en mètres si je veux avoir des unités compréhensibles. Eh bien, ça veut dire que j'aurai 68% des filles, enfin non, on va pas dire des filles, alors on va dire 68% des femmes de 18 ans, 68% des femmes de 18 ans qui seront dans un intervalle, donc dans l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma. Donc, mu moins sigma, mu plus sigma. Et ça, si jamais je le calcule, ça veut dire 1,65 moins 0,08 et 1,65 plus 0,08. Donc ça fait 1,57 pour la borne à gauche et 1,73 pour la borne à droite. Donc 68% des femmes de 18 ans seraient dans cet intervalle. Sachant que j'ai aucune idée en France de la taille moyenne, je prends un pays quelconque dans le monde et je prends un écart type et une espérance que j'ai décidé finalement. Donc c'est un pays imaginaire. Maintenant, information supplémentaire, si je m'écarte de 2 écarts types, ça veut dire que je vais, quand je regarde là sur mon dessin, je vais agrandir la zone. Je vais faire entrer plus d'individus. Dans mon exemple, je vais faire entrer plus de femmes de 18 ans dans un nouvel intervalle qui va être maintenant plus étalé. Je garde les mêmes hypothèses de travail, mais je vais changer ça parce que je vais prendre ici moins 2 sigma et plus 2 sigma. Donc là, je vais passer à du 1,50 et là, 1,80. C'est faux ce que je suis en train de dire. J'avais pas le bon écart type dans la tête. 1,49 et 1,81. Ouais. Ma tête, j'étais partie avec 7. Donc non, c'est 8 cm en écart type, donc ça fait ça si jamais j'ajoute et que je retranche. Donc ça veut dire 95% dans cet intervalle-là, forcément, il y en a plus. Il y a plus de femmes de 18 ans dans cet intervalle parce que les bornes ont été modifiées. Maintenant, ce qu'on va appeler le grand intervalle de normalité, le 99,7%, c'est celui qu'on obtient quand on s'éloigne de 3 écarts types de l'espérance.
Donc là, 3. Encore une fois, sur le troisième dessin, vous pouvez constater qu'il y a un peu plus d'aire de colorier. Donc on a 99,7% ici en termes de probabilité d'appartenir à cet intervalle. Donc on va retrancher encore un écart type. On va ajouter encore un écart type. Et je refais la même erreur. Impressionnant. 1,41, 1,89. Et je vais me relire parce que je suis pas sûre d'avoir bon mes valeurs numériques. Donc, on a encore agrandi l'intervalle. On a encore plus d'individus. Alors, que fait-on quand on n'est pas dans cet intervalle? Je pense pas que dans la classe, il y en a qui ne soient pas dans l'intervalle. C'est être hors de cet intervalle, ce serait donc être considéré comme anormal. Alors on va dire non, c'est être considéré comme un peu plus différent. Que fait-on de ces différents? C'est une bonne question. Que fait-on de la différence aujourd'hui? Alors si vous allez dans un supermarché, on ne va pas vous réduire à des tomates ou à des pommes, mais si vous allez dans un supermarché, vous allez pouvoir observer des pommes ou des tomates qui ont été calibrées, qui répondent à certains critères, qui justement viennent là aussi de la loi normale. Qu'est-ce qu'on accepte comme légumes dans notre supermarché ou qu'est-ce qu'on refuse? Et à ce propos, puisqu'on a pas mal Intermarché autour de chez nous, je ne sais pas si vous avez vu une campagne publicitaire dans les prospectus d'Intermarché qui disait légumes moches. Hop. Légumes moches Intermarché. Eh bien, les légumes moches d'Intermarché, c'était ces légumes Alors voilà, puisque vous m'avez dit comment on fait. Hop. Voilà comment on gère, comment on peut refuser les cookies. Légumes moches goûtés et approuvés. Donc les légumes moches, ce seraient en fait des légumes qui seraient déformés, disgracieux, mal proportionnés, tordus. C'est en fait cette différence. Et cette différence, et hop, ça ne fait pas de l'immangeable. Donc la question de la loi normale, c'est qu'est-ce qu'on appelle normal et que fait-on surtout des anormaux? Sur les légumes, Intermarché avait décidé de les commercialiser malgré tout ou d'en faire des boîtes de conserve, parce que dans les conserves, on le voit moins apparaître, mais ça évite de jeter, ça va éviter le gaspillage. Et puis surtout, on pourrait très bien se dire, alors ça c'est tout le danger de la loi normale, on pourrait très bien se dire pour des tomates ou des pommes qu'on a un écart type, qu'on essaye d'avoir un écart type le plus petit possible pour que ça rentre bien dans les critères. Donc un écart type rendu le plus petit possible, ça veut dire que vous allez rejeter, c'est pas plus rapidement, mais en tout cas ce qui va être à quelques millimètres de votre espérance pourrait être rejeté. Là je parle d'un diamètre de pomme, d'un diamètre de tomate. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas encore à nous rejeter parce qu'on n'est pas assez grand ou pas assez ou trop petit, on ne sait rien. Mais c'est quand même à surveiller. Alors, intérêt de la loi normale, eh bien, pour les enfants, on étudie votre taille quand vous allez chez le pédiatre avec vos parents. Vous avez peut-être eu des visites comme ça. On mesurait votre taille. On vous pesait aussi. Et on rentrait cela dans un graphique pour observer si votre courbe d'évolution était homogène, si vous vous développiez bien. Donc on observe ainsi une courbe à deux paramètres qui sont poids et taille. Et cela sur les 3 premières années, je crois. Enfin, ça va un petit peu au-delà, mais c'est surtout entre 0 et 3 ans que ça va être étudié. C'est aussi étudié si vous demandez à vos mères qui ont accouché, si vous avez la possibilité de demander à vos mères qui ont accouché ou si vous avez des papiers de naissance vous concernant. Si vous retrouvez des échographies ou des documents qui retracent un petit peu votre historique quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous allez voir qu'on a mesuré chez vous
fémur, radius. Donc ces mesures-là étaient faites justement pour savoir si vous développiez correctement. Parce qu'on sait aussi que les longueurs de fémur, radius, quand vous êtes dans le ventre d'une mère, eh bien, ça va suivre un modèle de loi normale et ça va permettre de voir donc si un bébé se développe correctement, au 8e mois par exemple, ou si il faut peut-être déclencher un accouchement pour faire développer le bébé à l'extérieur du ventre de la mère. Ça peut arriver. Donc la loi normale est aussi étudiée à des fins de santé pour que la vie se passe au mieux. C'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter de but en blanc, et on ne peut pas non plus tout approuver de but en blanc concernant cette loi. Et j'en ai fini pour la partie explication et quelques points de culture liés aux probabilités. Au revoir.